Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité, avocat français, de nombreux artistes notamment spécialisés dans le droit des médias et des artistes, animateurs de radio et de télévision. Après la sortie de son autobiographie Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, décorée du prix littéraire du Cheval Blanc, sa vie est aujourd'hui racontée au cinéma dans un film qui sort ce mercredi en salle, réalisé et réécrit par Ken Scott qui le qualifie de drame intime épique, une comédie dramatique avec de l'émotion, de l'humour, de la profondeur, jouée par Leila Bekti, Jonathan Cohen et Joséphine Japy. Roland Pérez sort également un ouvrage, Bonne fête des mères papas, toujours aux éditions Les Escales bien sûr. L'occasion comme toujours de découvrir notre invité en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Roland Pérez. Bonjour. Ça me fait très plaisir de vous recevoir. Moi aussi. Je suis vraiment très heureuse. On se connaît depuis des années sans vraiment se connaître pour dire les choses. J'ai découvert votre livre, votre film. Je ne connaissais rien de votre vie et j'avais envie déjà d'avoir une petite idée de ce qu'on peut penser des gens, de la vie, qui sont que parfois on croit connaître les gens sans savoir ce qui se cache derrière. Et là, on découvre tout un pan d'histoire et j'ai l'impression que dans votre vie, il y en a plusieurs. Est-ce que c'est vrai ? Écoutez, oui, j'ai eu plusieurs vies. J'ai le tout fait une vie fabuleuse, celle qu'on m'avait promis quand j'étais enfant. Cette vie fabuleuse du petit garçon qui ne pouvait pas marcher. Et donc, évidemment, quand on a ce départ, quand on reste quasiment 7 ans chez soi, confiné chez soi, et qu'on prend son envol, eh bien cet envol, on a envie d'aller un peu partout. On a envie tout d'un coup de respirer l'air, de plein de vie, et c'est ce qui m'est arrivé. Dans cette émission, on va découvrir le fil et le film de votre vie, Roland. Mais tout d'abord, je vais vous demander 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels ? Optimiste, croyant, souriant. On va voir si ça colle avec votre personnalité donnée tout au long de cette émission. Et alors, le début, toujours le début. Roland Pérez, vous êtes né un 15 octobre 63 à Paris. Votre père Maclouf Pérez et votre mère Esther étaient tous deux issus du Maroc. Vous êtes le dernier d'une fratrie de 6 frères et sœurs. Si je ne me trompe pas, Edmond, Richard, Nicole, Jacques, Jacqueline et vous. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu dans le HLM de votre enfance, porte de Choisy, et dans quel cadre vous avez grandi ? Une enfance extrêmement heureuse, très entourée, choyée, pas seulement par mes frères et sœurs et mes parents, mais également par les voisines. Toutes les voisines qu'on retrouve dans le film, elles sont bigarrées, elles sont de toutes les couleurs, de toutes les origines. J'avais comme un petit sondage IFOP chez moi de la vie, c'est-à-dire j'avais un échantillon de ce que représentait la France des années 60-70, à l'époque dans cette HLM bigarré du 13e arrondissement. Donc oui, très heureux de découvrir le monde sous le prisme de ses voisines, de mes frères et sœurs qui, eux, allaient à l'école, et de mes parents fraîchement immigrés du Maroc. Ma mère avait 18 ans quand elle est arrivée du Maroc, mon père quasiment 19 ou 20 ans. Ils avaient un rêve, celui de gagner la France, de voir leur enfant élevé en France. Et donc, et puis il y avait dans cet appartement 4 pièces, et une pièce était consacrée uniquement, c'était le salon marocain. Ma mère ne voulait absolument pas frayer avec et renoncer à ce salon marocain, si bien qu'on était 4 dans une chambre, mais le salon marocain, c'était pour recevoir. Et donc, j'ai le souvenir de ces réceptions que ma mère donnait avec plein de gens, plein de familles. Donc, le monde venait à moi. On voit dans le film que votre père adorait recevoir. Ouais. D'ailleurs, à un moment donné, ça va lui poser un petit souci. On va bien sûr y venir dans un instant. Mais qui était votre mère, Roland Pérez ? C'était une mère qui était combattante, combative. Une mère qui avait non pas une revanche à prendre sur la vie, c'est-à-dire qu'elle devait s'assimiler à tous les codes de la vie française alors qu'elle était pétrie d'abord de la religion juive, pétrie également de ses origines marocaines. Tout cela, elle devait s'en affranchir un tout petit peu pour pouvoir s'assimiler un petit peu à cette France des années 70. Donc c'était une femme qui avait une détermination sans faille, une drôlerie. Elle pouvait être exaspérante mais irrésistible.
Et c'est ce qui fait, vous savez, on me dit souvent, mais quand même, ta mère, elle a été un peu, il y avait un côté un peu abusif, mais je dis c'est comme un médicament, c'est-à-dire que le médicament va vous faire du bien. Moi, il a été nécessaire, cette détermination qu'elle avait, cette fusion qu'elle a eue avec moi, parce que c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de trouver le bon traitement et de pouvoir marcher, alors que tous les médecins, étaient sûrs que je ne pourrais jamais marcher. Mais à côté de ça, il y a des effets secondaires. Bah oui, il faut aussi les accepter, ces effets secondaires. Vous dites, ma mère customisait notre vie à tous, les 6 enfants, elle était tellement drôle. Votre mère était un petit bout de femme qui avait quitté son pays natal pour donner à ses enfants un avenir plus ambitieux. À votre naissance alors, elle veut tout gérer, ne pas déranger, elle part même accoucher seule lorsqu'on lui annonce que vous avez un pied beau. Qu'est-ce qu'un pied beau ? Alors un pied beau, c'est une malformation congénitale qui fait que ça peut être ça peut être 2 pieds. Le pied est totalement recroquevillé, il n'a pas de talon et donc le pied ne peut pas se poser. Et c'est comme s'il n'était pas fini ce pied. Et à partir de là, on commence une opération, 2 opérations, 3 opérations. C'est ce que j'ai subi à la naissance. Lorsqu'on a dit à ma mère, votre fils a un pied beau, elle ne sait pas ce que c'est. Donc on lui dit, mais l'autre, il n'est pas beau, tellement elle ne sait pas ce que c'est. Et ensuite, après ces 3 opérations, on rend l'enfant à ma mère en lui disant, écoutez, il faudra consulter en ville. Il ne faudra jamais que Roland puisse poser son pied sur le sol, car il va se déformer, il va déformer totalement son corps. Donc il faut attendre, voir ce qui peut être fait. Et en réalité, tous les médecins, compte tenu de ce pied beau, diront à ma mère qu'il faut que je sois appareillé pour marcher. Sauf qu'elle refuse que vous soyez appareillé. On va voir tout ce qu'elle va générer comme recherche, comme chercher toutes les possibilités possibles. On va y venir dans un instant. Mais d'abord, elle se lève pour vous prendre dans les bras. Et puis finalement, elle s'effondre parce qu'elle vient d'accoucher. Et on va écouter la bande-annonce. Un Britannique a très justement écrit que puisque Dieu ne pouvait être partout, Est-ce que vous pouvez prévenir mon mari que je pars accoucher ? À l'hôpital. il a donc dû inventer les mères. Je peux le voir. Il a un pied beau. Et l'autre, il est pas beau. C'est une malformation. Votre enfant est handicapé. Non. Ma mère s'attendait pour moi à rien de moins qu'un miracle. Roland devait rentrer à l'école en septembre. Son premier jour d'école, il ira tout seul en marchant. Mon mari n'était pas médecin, il était roboute. On va devoir placer Roland en famille d'accueil. J'ai besoin d'encore un tout petit peu de temps pour vérifier si c'est le grand miracle que vous et moi on attend depuis si longtemps. Je peux peut-être essayer de vous aider si vous voulez. Il faut que Roland soit bien concentré sur une seule chose. Qu'est-ce qu'il aime, Roland? Roland, ça fait 20 fois que tu la mets, celle-là, arrête s'il te plaît. On vous prend tout. Tout ce que vous avez sur Sylvie Vartan. Tu parles à personne dans le métro ? Pourquoi tu me dis de pas parler à des inconnus dans le métro? Pourquoi? J'ai 27 ans, maman. Je sais pas pourquoi tu veux absolument parler à des inconnus. Jamais tu n'arriveras à te défaire de cette femme. Pourquoi tu lynches ta mère ? C'est très dur pour elle. Laisse-lui juste le temps de couper le cordon. Arrête de t'immiscer dans tout. Arrête de t'immiscer dans la vie de mes enfants. Arrête. Tu vas avoir un mariage fabuleux. Tu vas avoir des enfants fabuleux. Tout pour toi sera fabuleux. Je te donne ma vie. Il y a cette phrase comme un gimmick tout le long du film Roland Pérez, Michik Para, qui veut dire « je te donne ma vie ». C'est ce qu'elle a fait, votre mère, Roland, on a la sensation. Elle l'a fait et j'y ai cru depuis le début. Je ne savais pas ce qu'elle était la signification de ce mot jusqu'au jour où elle s'est mise à pleurer, voyant que notre dernier périple nous amenait encore à le rebouteux qu'on devait consulter est mort. Et donc là, évidemment, ma mère est effondrée. Moi, je ne sais pas ce qui se joue, ce qui se trame. J'ai 5 ans et demi. Et ma mère, qui n'avait jamais pleuré, pour la première fois de sa vie, je la vois se décourager et je lui dis « Chic Pala » à son tour. Et là, elle s'essuie les larmes et elle me dit « Ne dis jamais ça. C'est un fils qui doit le dire à sa mère, ce n'est pas sa mère. Ce n'est pas c'est une mère qui dit à son fils, pardon, ce n'est pas un fils qui peut le dire à sa mère. Et elle me donne la signification parce que ça veut dire je te donne ma vie. Et elle m'a donné une partie de sa vie, j'ai envie de dire, parce qu'elle l'a donnée à tous ses enfants jusqu'à la fin. Elle s'est battue pour tous ses enfants. On était tous un peu différents, comme dans toutes les familles.
Ça a dû lui coûter beaucoup d'énergie parce que quand on voit tout ce qu'elle a donné pour vous, tous les efforts qu'elle a mis en place pour vous mettre sur pied, Roland Pérez, c'est merveilleux. On pleure beaucoup dans ce film, Roland. Hélas, notamment sur ce passage que vous venez de raconter, les larmes nous échappent. D'ailleurs, je crois que ça a été le cas pour Jonathan Cohen quand il a lu le scénario. Il a beaucoup pleuré. Ce film, c'est le combat d'une mère pour l'égalité des chances de son fils. On peut dire ça ? L'égalité de tout, en fait. On a vu que dans le film, l'aspect évidemment des enfants, mais ma mère, c'était l'égalité des femmes. Elle se battait pour ses voisines. C'était vraiment le point de ralliement chez moi, dans son salon marocain, avec le thé à la menthe et les cigares. Donc c'était un point de ralliement. Ma mère a mené tous les combats. C'était pas Simone Veil, c'était pas Gisèle Halimi. C'était une mère invisible. Mais cette mère invisible, elle ressemble à beaucoup de mères qu'on a rencontrées d'ailleurs lors des avant-premières, qui elles-mêmes disaient combien elles avaient été percutées par le rôle d'Esther. Et évidemment, c'était le combat de sa vie. Ma mère, elle voulait que ses 6 enfants soient en bonne santé, puissent marcher. C'est ce que veulent tous les parents. Et ma mère ne voulait pas que je sois handicapée. Elle ne connaissait pas ce mot. C'était un mot qu'elle avait banni de son vocabulaire et du vocabulaire chez nous. Donc, j'étais un enfant différent, mais elle m'avait promis une chose et elle s'est battue pour que cette promesse puisse être tenue. On va en parler de cette promesse, mais le médecin lui dit il faudra l'appareiller pour qu'il puisse marcher. Elle dit non. Roland va marcher. Est-ce que pour vous, à ce moment-là, c'est un déni ou l'espoir vous voyez, comme quoi, convaincu que vous seriez l'homme fort, le mec que vous êtes aujourd'hui, si je puis dire? Je pense que faut avoir une sacrée dose d'irréalité dans la vie pour refuser certaines choses qui ne vous conviennent pas, qui ne vous plaisent pas. Et ma mère avait cette dose d'irréalité qu'elle a gardée une bonne partie de sa vie. C'est ça qui la rendait extravagante, c'est ça qui la rendait si drôle, et on le voit dans le film, si attachante. Et cette dose d'irréalité lui a permis, de vaincre tous les préjugés des voisins aussi, les préjugés des commerçants qui ne comprenaient pas pourquoi j'étais pas appareillé, les préjugés parfois de mon père qui ne partageait pas tout de suite ce combat qu'elle menait, qui était presque de l'ordre du miracle, puisqu'il a fallu qu'elle s'adresse à Dieu quand elle a vu que les médecins étaient, lui disaient tous le même verdict. Donc oui, cette dose d'irréalité, c'est ce qui lui a permis de réussir. Votre mère Esther est jouée par Leila Bekti, qui est prodigieuse dans ce film, vraiment. Il faut vraiment le dire. Elle mérite un César, pour ceux qui en douteraient bien sûr. Elle est dans la peau de votre mère et elle dit à votre père, Maklouf, c'est pas ça la vie que je voulais donner au petit. Elle va donc consulter tous les médecins possibles, du docteur Baden, Salomon, Mélékian, Porte, Elbaz, à Gaboli. Personne ne trouve de solution, en lui disant même qu'elle a trop attendu. Elle va donc attendre tous les signes, implorer tous les miracles. Et ça m'a beaucoup fait rire parce qu'elle va créer un hôtel chez vous, clairement. Elle a foutu le feu quasiment, elle a risqué de foutre le feu chez moi. Alors pour en venir d'abord à cette croyance, il y a Baba Saleh, il y a Rabbi Malanes, il y a Pinto, Raïm Pinto, ils sont tous convoqués à l'hôtel de la prière. Elle parle, elle psalmodie dans sa barbe quand elle fait l'aspirateur, quand elle joue aux cartes avec ses voisines, quand elle va faire les courses. Elle continue à prier, elle prie en français. Elle dit, il faut que mon Roland puisse marcher, il faut qu'il soit comme tous les enfants, Et je la revois dire tout ça. Et Leila, elle est prodigieuse, vous l'avez dit, elle est extraordinaire dans ce rôle parce qu'elle l'a investi totalement. C'est 2 choses. D'abord, pour moi, c'est ma mère. Je ne l'ai pas oublié, mais pour moi, c'est ma mère, Leila. Quand je vois le film, elle m'arrache les larmes du début jusqu'à la fin et elle m'arrache les rires et les sourires qu'on a. Parce que c'est ma mère. Et d'ailleurs, dans son téléphone, quand je l'appelle, le nom qui s'affiche, c'est Mchik Pala. Ah, c'est tellement mignon. Roland Pérez, quand on vous avait vu ce film, est-ce que vous avez eu une sorte de révélation ou une prise de conscience de quelque chose ? D'abord, il a fallu que je le voie plusieurs fois pour pouvoir me sentir en phase, parce que j'étais tellement ému, vous vous en doutez. Et puis oui, je pense que ce film le livre m'avait permis cela, mais on ne sait pas à qui on s'adresse quand on écrit un livre. On n'est pas tout de suite en relation avec celui qui est le lecteur. Il va vous écrire aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais c'est pas ça. Là, aujourd'hui, le livre a pris sa dimension avec les images. Et donc,
C'est peut-être une sorte de thérapie, peut-être un peu aussi l'affranchissement de cette mère absolument fabuleuse que j'ai eue, extraordinaire que j'ai eue. Dans sa relation aux femmes, c'est compliqué d'avoir une mère aussi forte, aussi importante. J'ai rencontré une femme après qui s'appelle Lizzie, qui est la mère de mes enfants et que j'ai hélas perdue. Mais cette femme, Lizzie, était comme ma mère. Elle vivait dans une irréalité. C'est cette irréalité qui l'a amené aussi malheureusement à refuser certaines choses dans la vie et accepter d'autres choses. Donc j'ai dû faire ma vie avec ce genre de femmes-là, mais ce sont des femmes exceptionnelles, on les rencontre pas tous les jours et j'ai besoin aussi de m'affranchir de ce qu'elles sont pour pouvoir continuer ma vie. Donc ce film me fait du bien là aussi. Roland Pérez, dans la chronologie des choses, vous allez découvrir Sylvie Vartan parce que vous êtes alité grâce à vos sœurs avec qui vous passiez beaucoup de temps et elle vous a fasciné. Oui, parce que j'étais entouré que de bruns chez moi. C'était entre mes parents qui venaient du Maroc, entre mes sœurs et toutes les voisines. Je ne connaissais que la couleur noire des cheveux, du faciès. Et puis tout d'un coup, Sylvie Vartan, qui était de toutes les télévisions dans les années 70, on ne pouvait pas allumer sa télé sans tomber sur elle. Elle me fascine, sa blondeur, ses tenues pailletées, ses dents écartées, sa voix, cette classe comme ça altière. Oui, elle me fascine littéralement et donc elle va être prescrite dans le traitement. Ce qui va se passer, Roland Pérez, c'est le fait que votre mère ne peut pas vous scolariser. Donc forcément, vous allez devoir rester à la maison jusqu'à ce qu'elle trouve une solution. Elle les essaye toutes, nous l'avons évoqué il y a un instant. Et puis, c'est un petit peu la dernière chance lorsqu'elle va essayer d'aller voir ce rebouteux qui n'est plus. Et c'est sa femme qui va vous venir en aide. Elle va vous prescrire un traitement qui va durer 18 mois. Vous allez tricher quand même un petit peu. Oui. Et puis un jour, le miracle va arriver, vous allez marcher. Tout d'abord, quelle émotion pour vous, la première fois que vous vous êtes levé? C'est pas tant ce que j'ai ressenti moi, c'est ce que j'ai vu dans le regard de ma mère. C'est ce combat et la réussite de ce combat. C'est comment elle a pu tenir tête à l'assistante sociale qui était à 2 doigts de me mettre dans une famille d'accueil. Comment elle a tenu tête à ses commerçants qui la regardaient, tenu tête à son mari qui commençait à être découragé, tenu tête à tout le monde. Et c'était la consécration aussi de sa prière, la consécration de sa croyance. Voilà, j'ai vu tout ça dans les yeux de ma mère avant de pouvoir mettre mes 2 pas. Et puis après, évidemment, j'avais très peur aussi de savoir ce qui m'attendait à l'extérieur. J'avais toujours été surprotégé. Donc j'étais heureux, moi, me marcher à 4 pattes. J'étais heureux avec mes frères et sœurs. J'étais heureux avec les voisins, les voisines, avec l'assistante sociale, la saleté, comme l'appelait ma mère, qui nous embêtait. Mais le reste, franchement, j'étais très heureux. Donc j'avais très très peur de ce que j'allais découvrir du monde. Elle vous embêtait parce qu'elle voulait absolument que vous appreniez à lire. Et donc c'est votre frère Jacques qui va vous venir en aide. D'ailleurs, l'acteur dans le film est merveilleux. Merveilleux aussi. Comment ça va se passer, tout se dérouler? En fait, à un moment donné, quand on voit que toutes les méthodes habituelles pour apprendre à lire ne marchent pas, qu'ils sont incapables, mes frères et sœurs, de mettre les méthodes habituelles avec lesquelles ils ont appris à lire, Jacques va dérouler ce qu'on appelle la méthode Vartan. C'est-à-dire que puisque je suis fasciné par les chansons de Sylvie Vartan, par sa voix, on va me demander, mes frères et sœurs vont me demander d'abord d'apprendre par cœur certaines des chansons de Sylvie. Ensuite, ils vont les recopier, chacune sur des feuilles. Et ensuite, on va y avoir un grand tableau. On va mettre les lettres de l'alphabet en séparant les consonnes et les voyelles. Et je vais devoir reconnaître dans les paroles écrites des chansons, notamment pour La plus belle pour aller danser, les consonnes et les voyelles, qu'ensuite on va assembler, évidemment, pour faire des syllabes. Et c'est comme ça, au prix de jours et de jours de travail avec mon frère Jacques, que je vais apprendre à lire et à écrire avec les chansons de Sylvie Vartan. Et la saleté va pouvoir s'en aller à partir de ce moment-là, on va dire comme ça. Votre mère vous a dit, elle avait dit, mon fils, le premier jour d'école, il ira tout seul en marchant. C'est une des premières promesses qu'elle a réussi à tenir parce que la foi de votre mère était plus vaste que l'océan. Elle vous a fait une autre promesse, peut-être plusieurs d'ailleurs, mais peut-être la plus importante. Tu vas avoir une belle vie. Je te promets que tu vas avoir une belle vie. Cette promesse, elle l'a tenue. Oui, une vie fabuleuse, elle me disait. Et en fait, elle l'a tenue parce que non seulement elle a fait en sorte que je n'aille pas à l'école du coin, mais à l'école des enfants du spectacle. Donc un enfant
confiné chez lui, qui tout d'un coup découvre le monde sous le prisme de la télévision. Moi, je n'avais que la télévision comme point d'ancrage. On avait déplacé mon lit devant la télévision. Moi, quand Denise Fabre disait bonjour, je ne quittais plus la télé parce que je pensais que c'était à moi qu'elle s'adressait. Et donc, tous ces gens que tout d'un coup que j'avais vus à la télévision, je vais les découvrir d'un seul coup. Je vais aller vers l'envers du décor. Je vais être dans une école des enfants du spectacle où je vais devoir apprendre à danser, à chanter, à jouer la comédie. Je vais me retrouver dans des émissions de Marité Gilbert Carpentier. Donc, c'est assez incroyable d'un seul coup. J'ai la vie qui s'ouvre totalement à moi dans des zones où jamais je penserais un jour pouvoir m'y réfugier. Et c'était le cas. Elle va devenir votre impresario, votre mère. À 12 ans, vous allez intégrer le cours d'art dramatique René Simon. Vous participez à plusieurs films tels que L'Italien des Roses de Charles Maton, Le Blé en liasse ou encore au théâtre. Et on vous voit notamment dans une pub sur la banane. Et puis vous dansez quand même avec Joe Dassin chez les Carpentiers. Vous rencontrez bien sûr beaucoup d'autres artistes à l'époque. C'est évoqué dans votre film Pétula Clark, Gilbert Bécaud, Richard Anthony, jusqu'à ce que vous rencontriez une autre personne aussi. Ouais. Je suis sur un autre plateau et j'entends vaguement sur un autre plateau la chanson phare de Johnny et Sylvie, leur premier gros duo, J'ai un problème. Et je me dis que c'est pas possible, c'est la voix de Sylvie, peut-être que c'est juste la musique. Et je viens sur ce plateau et là je vois sur ce plateau Johnny et Sylvie sur une moto. En train de tourner cette scène, ce fameux clip qui est passé absolument partout, une émission d'André Flédéric. Et là, je suis tétanisé de voir Sylvie pour la première fois en vrai. Je me mets tout de suite en retrait et je ne veux évidemment pas l'approcher. Et quand on va venir me rechercher pour continuer sur l'autre plateau ce que je faisais, je vais inconsciemment, mais c'est bien ça, je vais faire pipi sur moi. On va revenir sur Sylvie Vartan dans un instant parce qu'elle est arrivée à plusieurs moments de votre vie, Sylvie Vartan. Vous aviez une carrière d'acteur prometteuse, mais comme cela gagnait trop peu pour votre mère, elle préfère couper court. D'ailleurs, c'est à ce moment-là du film où vous faites une apparition. Oui, je suis un caméo. Roland Pérez. Ken Scott a eu la gentillesse de me faire jouer. Elle préfère que vous fassiez des études de droit. C'est un film en 2 temps, il faut le dire. Après l'enfance et votre vie d'adulte, on voit Jonathan Cohen grand, donc vous grand en tant que Jonathan Cohen. Ouais. Il apparaît, vous avez 27 ans et on comprend que jusqu'alors, votre mère, elle a tout géré. Oui, c'est vrai. Elle s'est emparée de ma vie. D'abord, elle pense que je suis un enfant fragile. Elle pense qu'il faut que je ne parle à personne, que je raconte, que je ne parle de mon pied beau, ma malformation à personne. Elle se bat pour que je sois un enfant qui ne soit jamais différent, qui soit vu comme tout le monde. Et c'était son obsession. Et donc, même quand je commence mes études de droit, elle va se mêler de tout. Elle va même se mêler de mes relations avec mes professeurs de droit à la fac. C'est assez démentiel. Et c'est là où je prends aussi la mesure de l'exaspération, l'exagération parfois de ma maman. Et elle va même choisir la femme de votre vie. Oui. C'est un coup de cœur pour elle. C'est un coup de cœur pour elle. Elle est persuadée, vous savez, elle a cet instinct maternel qui fait que... C'est vrai que les enfants, moi, dans ce que je raconte dans mon dernier livre, je me mêle de la vie de mes enfants et de mes filles, puisque je n'ai malheureusement plus ma femme. Et je me suis mêlé de leur vie sentimentale parce que je me suis autorisé à le faire parce que j'estimais qu'il y avait comme un instinct de savoir ce qui est bon pour eux. Beaucoup de gens vous diront psychologiquement, il ne faut surtout pas le faire. Ben moi, non. Je me dis que psychologiquement, je le regretterais si je ne le fais pas. Ma mère a fait exactement pareil. Enfin, j'ai reproduit ce que faisait ma mère. C'est-à-dire que dès qu'elle a rencontré Lydie, qui était étudiante avec moi, dès qu'elle va faire sa rencontre, elle me dit c'est la femme de notre vie, même pas de ta vie, de notre vie. Et je lui dis, maman, il y a juste un hic, arrête de t'acharner, elle est mariée. Mais ma mère me répond, oui, mais elle a épousé la mauvaise personne. Et elle avait raison, puisque vous avez épousé Lydie, vous étiez vous-même fiancé, et finalement, comme quoi, tout est possible dans l'amour. On va en reparler avec vous dans un instant. On continue cette émission avec vous, Roland Pérez, pour le film de votre vie en salle ce mercredi. Ma mère Dieu et Sylvie Vartan, réalisé par Ken Scott, inspiré de votre livre éponyme avec Leila Bekti, Jonathan Cohen et Joséphine Japy. C'est votre chanson préférée. Oui, non, exactement. Je ne suis plus la même. On va en parler dans un instant. Vous sortez votre nouveau livre, Bonne fête des mères, papa, aux éditions Les Escales. Dans un instant, mes chroniqueurs, mais tout de suite, c'est le rappel des titres. Restez avec nous, toujours sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen.
15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etani Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Alors que les négociations pour la trêve à Gaza sont dans l'impasse, Israël a mené des frappes dans le territoire cet après-midi, en particulier dans le centre et le sud, à Rafah. Des terroristes qui tentaient de placer des bombes près des forces israéliennes ont été visés. L'Égypte propose au Conseil de sécurité de l'ONU l'établissement d'une présence internationale à Gaza et en Judée-Samarie. Annonce du ministre égyptien des Affaires étrangères Bader Abdel Hatti cet après-midi. La Syrie accuse le Hezbollah d'avoir enlevé et tué 3 de ses soldats. L'enlèvement se serait produit près du barrage de Zeita à l'ouest de Homs dans le centre du pays. Le ministère de la Défense syrien a dénoncé une dangereuse escalade de la part de l'organisation libanaise, ancien allié du président déchu Bachar al-Assad. Le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine vont s'entretenir par téléphone demain. C'est le deuxième échange officiel depuis le retour du magnat de l'immobilier à la Maison-Blanche il y a 2 mois. En France, au procès des djihadistes accusés d'être les geôliers du groupe État islamique, un témoin syrien entendu vendredi à Paris a porté plainte pour des menaces. Il dit avoir reçu durant le week-end la visite de 2 hommes à son domicile. Elle a repris ce matin devant la cour d'assises spéciale de Paris. L'avocat général a versé cette plainte au débat, soulignant un climat d'intimidation. Enfin, l'Assemblée nationale commence une semaine de débat sur la proposition de loi sénatoriale visant à lutter contre le narcotrafic avant un vote prévu d'ici la semaine prochaine. Et merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et on retrouve mon invité Roland Pérez et mes chroniqueurs toujours en direct sur Radio J. Radio J. Radio J. Tous les lundis, 21h, 22h. Classico. Salut, c'est Steve Nadja. Retrouvez-moi ce soir à 21h pour Classico, l'émission foot de Radio J. Daniel Riolo, Julien Cazard, Jimmy Algerino, Pascal Olmeta, Grégory Schneider. Ils sont déjà venus à Classico. On vous y attend. Soyez prêts. Coup d'envoi ce soir, 21h sur Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah Cohen. Du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, Roland Pérez, pour le film de sa vie en salle ce mercredi, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, réalisé par Ken Scott, inspiré de son livre éponyme avec Leila Bekti, Jonathan Cohen et Joséphine Japy. Roland Pérez, nous parlions forcément de la chronologie des choses, crescendo. Vous allez devenir alors un avocat influent, vous allez être connu, reconnu, notamment auprès d'artistes. Vous allez vous occuper de grandes personnalités, mais pas que. Est-ce que vous diriez que votre maman vous a aidé jusqu'à même influencer vos plaidoiries ? Je l'ai vu faire. Je l'ai vu monter dans les aigus. Je l'ai vu convaincre l'assistante sociale qu'elle allait me guérir. Je l'ai vu faire comment elle faisait pour amener ce petit monde à ce qu'elle souhaitait. Donc oui, elle m'a un peu donner de son énergie, de son optimisme, de ce désir de convaincre à tout prix. Vous savez, dans ce métier, moi je dis toujours que quand on a un très 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 mauvais dossier, le seul risque qu'on prend, c'est de gagner. Eh bien c'est ça pour ma mère, c'est-à-dire que ça partait très très mal. Le seul risque qu'elle avait, c'est qu'en se battant assis, ça marcherait. Donc oui, elle m'a beaucoup influé, je pense, dans le choix de cette profession et dans la façon que j'ai mené cette profession. Ou j'imagine que quelque part, qu'elle aurait aimé être un peu avocate, puisqu'elle va vous suivre jusque même dans vos bureaux, écouter tout ce que, en tout cas pour les premiers rendez-vous, écouter vos clients. Jeune, vous allez interviewer Sylvie Vartan à un moment donné, que vous allez retrouver bien plus tard, parce que vous allez devenir son avocat. Comment vous allez vivre ça ? Tout d'abord, au-delà du fait d'être l'avocat d'une personnalité, vous êtes l'avocat de Sylvie Vartan.
En fait, au départ, moi, je n'ai jamais voulu approcher Sylvie, c'est-à-dire que elle fait partie de mon traitement. Donc c'était mon remède, ça a été un de mes remèdes importants. J'étais très heureux d'avoir pu grandir à ses côtés, d'avoir pu écouter ses chansons, d'avoir pu me construire avec elle, mais je n'ai jamais voulu l'approcher parce que je craignais, en fait, c'est comme un fantasme, je craignais qu'elle ne soit pas à la hauteur de ce qu'elle représentait pour moi. Et donc quand on m'a proposé de travailler pour la presse et d'écrire des articles, parce que connaissant mon attachement à cet artiste, on s'est dit que j'étais la personne idoine pour pouvoir écrire des articles. C'était le cas. Je me suis prêté au jeu et je me suis dit que ça va être la première fois que je rencontre Sylvie. Donc j'étais extrêmement ému, on le voit, c'est assez drôle, Jonathan est extraordinaire dans cette scène notamment. Et donc je vais l'approcher une fois, 2 fois, mais je vais toujours rester à ma place et je ne révélerai jamais le lien qui nous unissait parce que je trouvais ça tellement fort, tellement insensé, tellement fou que je voulais garder ça. C'était un truc familial, un secret familial entre mes frères et sœurs, ma mère, les voisines, mais il y avait personne ne connaissait cette histoire. Alors d'une part, Sylvie Vartan, elle ne va pas vous oublier. Parce qu'elle va se souvenir de vous, elle va vous dire Roland Pérez, c'est ça, je me souviens, vous étiez très bien informé. Et puis en devenant son avocat un moment plus tard, ça va être assez fou pour elle de découvrir cette histoire, non pas par vous, mais pas par votre mère non plus, parce que vous allez lui voler cette carte où elle veut faire cette révélation, cette lettre, mais par Sophie Davant, jouée par Ariane Massenet. Exactement. Dans le film. Exactement, c'est-à-dire que quand Sylvie va me demander de devenir son avocat, elle ne sait absolument rien de cette histoire. C'est un beau jour, je vais la rencontrer parce que je suis l'avocat de son agent et d'Isabelle Mergo qui doit jouer une pièce avec elle. On me demande de préparer un contrat. Je suis sur le cul de me dire, tiens, je prépare un contrat pour que Sylvie Vartan soit interprète. Je lui présente ce contrat. Et c'est là où elle se rappelle de moi. Elle me dit, mais vous n'étiez pas journaliste. Donc là, elle découvre que je suis avocat. Et à la fin de cet entretien, elle me dit, je vous ai toujours trouvé très sympathique. Est-ce que vous accepteriez de devenir mon avocat? Et je me dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se joue encore? C'est impossible de ça. Et donc, je ne vais jamais le lui dire. Et Sophie Davant apprendra en réalité cette histoire, non pas de ma bouche, mais de ma maman, alors que nous sommes à l'hôpital et que le chemin se resserre. Elle a tenu avec moi. Je travaille avec Sophie Davant à la radio et à la télé. Et à la télé, elle vient avec moi après la télé pour voir ma mère. Et le temps que j'aille chercher des cafés, ma mère lui révèle absolument tout sur le lien et sur le rôle qu'a joué Sylvie dans ma vie. Et c'est comme ça que Sophie, un jour, ne sachant pas que je ne veux le dire à personne, le dira à Sylvie. Quelle place a Sylvie Vartan aujourd'hui dans votre vie, Roland Pérez? D'abord, je dois dire qu'elle est bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. D'ailleurs, Léla Becti, aujourd'hui, et Sylvie aussi, ils ont eu un véritable coup de foudre sur le tournage et après le tournage, parce qu'on a créé une véritable famille dans ce film, que ce soit avec Léla, que ce soit avec Jonathan, que ce soit avec Joséphine, que ce soit avec tous ceux qui ont le petit Naïm Nadji extraordinaire, qui joue Roland Petit, enfin tous ceux qui ont Jeanne Balibar, tous ceux qui ont joué dans le film. Donc, il y a eu un vrai lien. C'est une aventure pas comme les autres, je crois comprendre, d'après ce que me disent la Gaumont et Sophie Tepper qui ont produit ce film. Et donc aujourd'hui, Sylvie fait partie de ma famille, c'est-à-dire qu'elle est bien au-delà de ce que je pouvais imaginer. Elle fait partie de ma famille, je fais partie de sa famille. Voilà, comme elle dit, elle ne pensait pas pouvoir se faire des amis à un âge aussi avancé. Et j'ai ce lien privilégié. Elle a connu ma maman et elle est très heureuse aujourd'hui de participer à cette aventure. Roland Pérez, vous avez une vie très singulière, fabuleuse. La vie va quand même vous envoyer quelques épreuves qui sont racontées dans ce livre, peut-être qui passe sur le 2e livre, qui est Ma mère, Dieu et Lydie. Vous allez perdre la femme de votre vie, Lydie. Il y a aussi votre papa avec qui vous vous êtes rapproché plus tard et votre maman ensuite. Des années qui sont un petit peu difficiles à évoquer pour vous. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Vous venez de sortir un 3e ouvrage sur votre vie de père aussi, puisque vous avez 3 enfants dont vous vous êtes occupé avec votre maman en filigrane. Vous intitulez ce livre « Bonne fête des mères papa ». Il est sorti aux éditions Les Escales. Quel genre de père-mère vous êtes devenu alors ? Je suis devenu à mon tour une Esther, c'est-à-dire que je me suis beaucoup mêlé de mes enfants. J'avais fait une promesse à Lydie, c'est de
c'est de tenir toutes les promesses qu'on s'était dit quand on a eu des enfants, c'est-à-dire d'être toujours là, d'être à leur écoute, de les construire, de les aider, de les aimer. J'ai probablement eu les mêmes torts qu'Esther, c'est-à-dire que je me suis beaucoup impliqué. D'abord parce que j'avais cette culpabilité d'être le seul, donc j'ai joué papa et maman, d'où ce titre, parce qu'il me fête à la fois la fête des mères et la fête des pères. Et puis, j'ai été un peu loin probablement, puisque je raconte un peu la vie sentimentale de mes enfants, je raconte leur choix également aujourd'hui de profession, je raconte nos aventures, je me délecte aussi de cette vie, parce que même après Lydie, j'ai gardé cet optimisme chevillé au corps, j'ai gardé cette lumière qu'elle avait, la lumière qu'avaient mes parents, cette croyance. Mes enfants sont très proches des règles de la religion juive. C'est très important pour nous. Vous savez, on se coupe les cheveux et on fait une fête. Donc, on a gardé ce rythme effréné. Et donc, c'est très, 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 très joyeux. Et c'est ce que raconte également ce livre. Vous êtes très croyant, Roland Pérez. Oui. Vous croyez aux signes et au destin ? Oui. Je ne crois qu'à ça. Il y a un moment dans votre vie où quelqu'un est venu vous chercher. Est-ce que vous avez envie de nous le raconter ? Vous parlez de la voyance ? Oui. Un jour, j'avais parmi mes clientes une éditrice qui s'occupait notamment, qui éditait des médiums. Et puis après l'enterrement de Lydie, elle a cherché à me joindre très rapidement. J'ai voulu prendre personne en ligne. J'avais qu'une envie, c'est de m'occuper de mes enfants, de les garder, de les embrasser, de les rassurer, de les accompagner. Et donc j'ai vu très peu de monde. Et puis à un moment donné, elle va forcer un peu le barrage. Elle va venir me chercher à la fin d'un enregistrement que je faisais sur Europe 1. Et elle va être très gênée, mais elle me dit, écoute, j'ai une de mes auteurs, une médium, qui a reçu la visite de Lydie. Et moi, je pense que pour moi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Enfin, pour moi, on m'a toujours dit que les juifs croyants ne consultent pas les médiums. Il ne faut pas déranger les maors, il ne faut pas déranger les âmes. Et donc, je refuse absolument de parler à cette médium. Je n'y crois pas un seul instant. Puis, en discutant avec un rabbin, bien plus tard, quand je lui raconte cela, un jeune rabbin me dit, vous avez eu tort, Roland, si votre femme a cherché à vous joindre, si l'âme de votre femme a cherché à vous joindre au travers d'une personne qui était capable d'apporter le message, ce qui est toujours extrêmement difficile, vous auriez dû l'écouter, parce que la personne est venue à vous, c'est pas vous qui êtes venu pour chercher. Oui. Et donc j'ai un peu regretté, mais 2 ans plus tard, l'occasion va se représenter, cette même amie va me dire que la même médium a reçu la visite de Lydie, et là je vais l'appeler, et en direct, Lydie va revenir la voir. C'est extrêmement fort. Ce qu'elle va me livrer, elle ne pouvait pas, vraiment, je ne la connaissais pas, elle était tétanisme. Moi, à Paris, elle ne connaissait rien. Elle connaissait même, elle savait que je portais l'alliance de Lydie à mon petit doigt. Personne, je la connais pas, donc elle ne pouvait pas le voir. On n'était pas. Et là, ce qu'elle va me livrer est effarant de vérité, qui est d'une émotion intense. Je vais essayer de tout écrire pour mes enfants, et ça m'a accompagné pendant longtemps. Et Lydie m'a d'ailleurs dit à ce moment-là, moi je vais te quitter, je vais rester en lien avec les enfants, tu dois construire ta vie, et je voudrais remercier tous ceux qui sont venus, qui sont manifestés à la suite de ma disparition, qui t'ont aidé, et tu dois aujourd'hui te détacher de moi pour construire ta vie. Il y a une chanson que vous aimez particulièrement, que j'ai mise tout à l'heure. Votre chanson préférée, c'est « Non, je ne suis plus la même ». Est-ce qu'après cette vie et toutes ces épreuves, Roland Pérez, vous considérez que vous êtes toujours le même ? Comme dit cette chanson, on n'est jamais le même face à tout ce qui se passe dans la vie, mais au fond de soi, on reste le même. C'est ce que dit cette chanson, c'est ce que dit Sylvie. C'est-à-dire que c'était à l'époque où elle divorçait là de Johnny, elle se séparait, elle commençait une nouvelle vie, donc elle n'était plus cette femme sous le joug d'un mari extrêmement royal, qui était extrêmement connu, célèbre, et il fallait qu'elle prenne son envol après avoir quitté son mari. Elle part vivre à Los Angeles et elle dit non, je ne suis plus la même, parce qu'elle commence un autre chapitre de sa vie, mais elle dit dans le refrain, mais je resterai toujours la même pour toi, pour ceux qu'elle aime. Et c'est le cas pour moi. Moi, je suis toujours le même au fond de moi pour tous ceux qui m'entourent, même si je ne suis plus le même, évidemment, avec les épreuves de la vie. On a parlé d'une grande Sylvie Vartan. Eh bien, Christophe Barbier nous propose une pièce de théâtre digne des plus grands.
au théâtre. Bonjour Christophe. Bonjour Cyrielle, ne me regardez pas comme ça. Non, ce n'est pas à vous que je dis cela, Cyrielle. Vous pouvez me regarder comme vous voulez, vous le savez bien, pourvu que ce soit avec vos yeux de biche. Je dis ne me regardez pas comme ça, parce que c'est l'une des rares pièces de théâtre où est apparue Sylvie Vartan. Elle y campait sous la plume d'Isabelle Mergo, Victoire Carlotta, une star de cinéma sur le déclin, ruinée et confiant ses souvenirs à une écrivaine pour en tirer des mémoires. Or, c'est exactement le sujet, le pitch, comme on dit aujourd'hui, d'un magnifique et bouleversant seul en scène qui se joue en ce moment à Paris, Scarlett O'Hara, la dernière conférence de presse de Vivien Leigh. Vivien Leigh est la femme d'un seul homme et d'un seul rôle. Pourtant, sa vie sentimentale comme sa carrière d'artiste sont riches d'émotions, de rebondissements, de rencontres, de gloire et de déboires aussi, de heurts et de malheurs enfin. Blanche Dubois, dans Un tramway nommé Désir, ce n'est pas rien. Warren Beatty, Marlon Brando, Simone Signoret, ce n'est pas n'importe qui. Pourtant, impossible de détacher Vivien Leigh de Scarlett O'Hara, héroïne du mythique Autant en emporte le vent avec Clark Gable. De même, impossible de l'arracher au couple mythique qu'elle a formé à la ville comme à la scène avec sœur Laurence Olivier. C'est cela que nous conte Caroline Sillol, avec passion, douleur et fantaisie, sur la scène du théâtre de Poche-Montparnasse. Caroline Sillol a la classe des grandes années hollywoodiennes, avec cette beauté farouche et rigoureuse à la fois, qui ne se gâte en rien quand la star décoche des vacheries sans pitié. La vie de Vivien Leigh est une lutte de tous les instants. Pour affirmer sa vocation d'actrice, pour s'imposer en scène à Londres, pour mettre le grappin sur Laurence Olivier, pour décrocher le rôle de sa vie dans le film le plus fou de l'histoire des studios, pour arracher 1 puis 2 Oscars, pour résister aux producteurs, pour répliquer aux réalisateurs, pour rembarrer les partenaires, pour tenir la presse en respect et le public en admiration. C'est cet inépuisable combat que Vivienne Caroline nous fait revivre, décidée à ne pas rendre les armes, même si le déclin est là, ce crépuscule des stars au parfum suranné. L'écran l'a immortalisée, elle est Scarlett pour l'éternité, mais elle voudrait tant être Vivienne et vivre heureuse. Réussir ses adieux est chose très difficile. Votre Sylvie Vartan l'a accompli, sur scène et sans amertume ni nostalgie. Vivien Leigh, elle, se bat jusqu'au bout contre la brume du temps. Et grâce à l'immense Caroline Sillol, vibrante et embrasée, elle est encore vivante devant nous, pour quelques minutes, résolue à ne jamais dire adieu, à refuser le tomber de rideau et à croire que demain, tout peut recommencer, parce que jouer, c'est vivre. Et merci beaucoup Christophe Barbier. Tout de suite, c'est la chronique philosophique avec Hugo Davier. Le billet du jour. Bonjour Hugo Davier. Bonjour Cyrielle, bonjour Roland. Bonjour. Dans ma chronique d'aujourd'hui, je voulais parler de votre film, car j'avais beaucoup de choses à en dire. J'aurais bien pu traiter de Dieu, de votre mère, mais choisir c'est renoncer, et aujourd'hui ce sera au tour de Sylvie Vartan. Non pas que je sois tombé dans le chaudron petit, comme ça a pu être le cas pour vous. En fait, le film a été l'occasion pour moi de découvrir et de redécouvrir la chanteuse. Je connaissais déjà bien sûr La plus belle pour aller danser, mais j'ai trouvé une pertinence toute particulière à la Maritza. La Maritza de Sylvie Vartan, c'est une chanson qui évoque le souvenir, du pays, de l'enfance, de la famille. La chanteuse y parle de sa Bulgarie natale, et du fait que le temps en a tout emporté. De mes 10 premières années, il ne me reste plus rien, pas la plus pauvre poupée, plus rien qu'un petit refrain d'autrefois. Des souvenirs qui, comme la bonne musique, résistent aux affres du temps, réchauffent l'âme comme ils réchauffent le cœur, et restent impérissables. On retrouve la nostalgie du temps passé ensemble, de l'insouciance et de l'air chaud du foyer, qui nous reviennent au son de quelques notes. Une de ces musiques qui, si elle est moins rigoureuse que la grande musique classique, est pourtant tellement plus précise pour atteindre la corde sensible. Une petite chanson qui emmène, avec elle, son imaginaire tout en nous ramenant au familier. Une œuvre qui n'est pas appréciée uniquement pour la nouveauté qu'elle a pu apporter, mais bien pour sa qualité, qui ne s'est pas vendue à sa sortie parce qu'on avait épuisé tout le reste. Et encore aujourd'hui, ça se voit, c'est une valeur sûre. Quelque chose qui a été éprouvé par le temps et qui demeure malgré tout ce qui se fait de mieux et ce qui ne se défait pas. Quelque chose d'intemporel qu'on écoute, tête reposée, qui traverse les générations, parfois en saute quelques-unes, mais parvient toujours en se frayant un chemin à se trouver un public, même longtemps après sa sortie. Comme un château de sable, plus haut et plus solide que les autres, que la marée du temps ne parviendra pas à détruire et qu'on retrouvera chaque été. Et dans le film, on le voit bien. Si votre mère est la personne la plus présente, la musique de Vartan vous suit aussi, de vos premiers pas jusque dans votre réalisation professionnelle. Elles se complètent et s'opposent d'ailleurs. Elles partagent le foyer et vous poussent et vous attirent toutes deux vers le monde extérieur.
Vartan, muse discrète, compose avec votre mère. Un peu plus exubérante est votre épouse, solaire, quelque chose comme la triade des femmes de votre vie. Et le tout placé comme sous protection divine, puisque votre histoire, si elle est parfois tragique, est quand même parcourue de beaucoup de chance. Comme disait Camus, il y a seulement de la malchance à n'être pas aimé et du malheur à ne pas aimer les autres. Et je crois pouvoir dire, sans trop me tromper, sans trop m'avancer, que vous avez eu l'occasion de beaucoup recevoir et de beaucoup donner à votre tour, même si bien sûr il est difficile de faire concurrence à votre mère. Et finalement, le temps qui passe mais qui ne s'efface pas. C'est ce que le film m'a évoqué autour des épreuves qui secouent votre famille. Même si nos proches trépassent, ils restent présents par l'inertie qu'ils ont insufflée dans nos vies. À la manière des mélodies avec lesquelles on est, qui rythment nos pas et qui resteront gravées dans nos mémoires jusqu'à notre dernier souffle. Alors, merci pour cela, à vous, et merci à eux. Magnifique, je peux garder votre texte, j'aimerais tellement le montrer à Sylvie Vartan. Ça va énormément la toucher. Vous avez parfaitement décrit ce que représentait cet artiste qui est devenu aujourd'hui iconique. Elle s'est affranchie des années 60 de tout ce qu'on se faisait à l'époque, c'est-à-dire que dès les années 70, après 2 terribles accidents de voiture, quand elle va revenir des États-Unis, elle va imposer enfin son style. Voilà, c'est une icône pop et elle va imposer surtout des auteurs qui vont lui écrire des chansons majeures, dont évidemment cette chanson absolument sublime qu'est La Marinza. Bravo à vous, merci. Merci beaucoup Hugo Davier. Le texte sera donc donné à Roland Pérez. Merci précieusement. Beaucoup. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, c'est l'introspection sur Radio J. L'introspection. Roland Pérez, Oscar Wilde a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » Essayons de faire cela maintenant avec quelques phrases bateau, peut-être pour recueillir un sentiment, une émotion, une anecdote. La première, fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. J'ai beaucoup rêvé sous le prisme de ma maman, du regard de ma maman, du sourire de mes frères. C'était mon point d'ancrage en fait pour rêver. Mais j'avais aussi une obsession quand j'étais petit, c'était que mes parents meurent, que ma maman meure. C'est-à-dire que je pleurais dans mon lit, seul le soir. De crainte, déjà, je me préparais à la disparition d'un être cher qui était ma maman. C'était comme si je voulais conjurer cette terrible... cette prémonition que je pouvais avoir. Je voulais la conjurer en y pensant très fort. Et d'ailleurs, dans la vie, aujourd'hui, je pense très fort à ce qui pourrait arriver de très négatif pour le conjurer, pour l'enlever. Parce que je me dis que quand on l'a prévu, le malheur n'arrive pas. Mais quand il nous arrive et qu'on l'a pas prévu, c'est quelque chose de terrible. C'est le sentiment qu'on a en regardant votre film, parce que votre mère a duré très longtemps finalement. En tout cas, elle est restée de nombreuses années. Ce que vous n'avez pas anticipé est arrivé malheureusement. Roland Pérez, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Oui, alors c'est vrai que ma mère, mes parents, je dois dire mes frères, enfin tous ceux qui m'ont entouré, ont fait en sorte que je n'ai peur que de Dieu. Que je crains Dieu. D'ailleurs, il faut craindre Dieu pour pouvoir se ranger aux règles qui sont à foison dans nos textes sacrés. Mais c'est vrai que à part Dieu, j'ai pas peur de grand monde. Et c'est pour ça aussi que j'ai mené ce métier d'avocat, parce que je me dis que j'ai certainement des missions à accomplir, même si je reste dans un domaine que je connais bien, un domaine réservé des artistes. Mais même pour eux, je suis d'un optimisme déconcertant. Et donc cet optimisme déconcertant fait que la peur, je ne la vois pas. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Oui, c'est sûr que heureusement que la vie est un mystère et un mystère de tous les jours. C'est ça qui la rend savoureuse. C'est ça qui fait aussi qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver. C'est ça qui nous donne l'espoir. Moi, j'ai toujours dit que le bonheur, c'est l'espoir d'être encore un peu plus heureux demain. Donc j'ai toujours cet espoir chevillé. Ce que je vis aujourd'hui sera probablement moins bien peut-être que demain. Et si c'est moins bien que demain, j'attendrai le surlendemain. On va terminer avec votre portrait, Roland Pérez. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J.
Comme toujours à la fin de cette émission, on a l'habitude de débriefer avec vous, Joseph Agostini, aujourd'hui. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle. Le grand Joseph. Bonjour Roland. Bonjour Joseph. Je vous renvoie le compliment. Merci. Quand on l'a prévu, le malheur n'existe-t-il pas? Et le bonheur, faut-il le prévoir? Optimiste, croyant, souriant, le petit garçon qui ne peut pas marcher. Et je me suis d'abord dit en vous écoutant qu'il était difficile d'être optimiste et souriant quand on ne pouvait pas marcher. Comment renverser le destin? Comment le faire basculer du côté de la vie? Sauf quand on a été aimé, éperdument, douloureusement, par une mère promesse de l'aube, comme le dirait Romain Gary. Une de ces mères qui nous aime tellement, qui aime tellement les enfants, qu'on ne sait plus très bien de quel rêve on parle, du rêve de l'enfant ou du leur. Quand on a une maman qui nous donne sa vie, on la donne à quelqu'un d'autre. Une femme idéale, à la blondeur si intense qu'elle en est presque désincarnée. Une blondeur dans laquelle on vient se lever pour se sauver des naufrages. Quand une mère nous donne sa vie, toute sa vie, on marche droit, direction la beauté sublimée du féminin éternel. Une Sylvie Vartan, au-delà de Sylvie Vartan. Une sorte de déclaration d'amour à ce grand autre insaisissable, à commencer par l'autre en question. Il a un pied beau parce que l'autre n'est pas beau. Il y a dans cette phrase toute la dimension du manque, du deuil. Que l'on parle du manque d'un objet ou de celui d'une personne. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Qu'importe la fusion, pourvu qu'il y ait en nous un peu de manque quand même. Un peu de désir. Du manque pour désirer, du manque pour aimer. Du manque pour voir grandir et marcher les autres en toute liberté. Pour les laisser danser peut-être en liberté. Et je dois dire, Cyrielle, que quand j'ai écrit mon livre « Les chansons d'amour guérissent le cœur du monde » avec Daniela Lombroso, Roland a écrit et partagé sur les réseaux un très beau texte à son sujet, et ça je ne l'oublierai pas. Et je me suis dit, en le lisant, que s'il avait vraiment écrit ce texte, et s'il le pensait, les chansons d'amour avaient vraiment guéri, et pas seulement son pied beau, son cœur aussi. Oui, les chansons d'amour dont vous avez parlé, de Dalida notamment, mais et de Sylvie aussi, puisqu'elle vous racontiez avec Daniela une anecdote sur les chansons de Sylvie, sur La plus belle pour les danser, je crois. Oui, absolument. De mémoire, qui était vous aviez commis un très 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 beau livre qui m'a accompagné, parce que je me suis retrouvé effectivement dans ces chansons où j'ai puisé, parce que j'ai puisé toute une force, parce que pour moi, les chansons, quand je ne pouvais pas bouger de chez moi, quand j'étais enfermé un peu dans cet appartement, elles me parlaient, c'est-à-dire qu'elles ne parlaient qu'à moi, elles avaient été écrites que pour moi, que pour l'enfant que j'étais. Et donc chacune avait un texte et des paroles qui parlaient de ma vie, qui parlaient de moi. Donc c'était un nombrilisme terrible, mais il faut ce nombrilisme parfois pour tenir debout et tenir bon, et je tenais debout dans ma tête. Merci beaucoup Joseph Agostini, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les lundis sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. Merci beaucoup Roland Pérez, vous êtes venu nous voir pour votre film Ma mère Dieu et Sylvie Vartan, réalisé par Ken Scott. J'espère que tous viendront très nombreux pour votre film. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci à vous, ce fut un plaisir, merci à tous. Un bonheur très partagé. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous sur Radio J, et bien sûr rendez-vous demain avec Patrick Menet pour la pièce En attendant Albert à la scène parisienne. À demain sur Radio J.